Salam alaikum, Zulflaoun. Bonsoir. Depuis la disparition du président Houari Boumediene, les militaires avaient toujours préféré agir en sous-main, tout en contrôlant la façade civile du pouvoir. L'actuel commandement militaire a remis en cause cette emprise masquée et exposé l'institution militaire à plus de visibilité, ce qui désigne cette dernière comme responsable de tous les maux du peuple algérien en cas de trouble. La mainmise opérée par le haut commandement des appareils économiques administratifs de l'État est perçue par de nombreux officiers comme un danger qui fait perdre à l'AMP son caractère populaire. Faute de ne pas s'éloigner suffisamment des affaires, l'armée risque d'être perçue par de larges franges de la société comme une caste prédatrice. Ce nouveau rôle attribué aux officiers supérieurs qui leur permet de naviguer entre les sphères militaires et civiles change le mode de contrôle de l'armée sur l'État. On passe d'un mode vertical où les militaires détiennent une vision globale de la société à un mode horizontal où le promiscuité avec l'activité économique et financière brouille l'image de l'armée. Sécuritaire menaçant au niveau régional et international octroie à l'armée une implication marquée au détriment de la diplomatie. Ceci nous amène à l'élection présidentielle anticipée, dont Abdelmadjid Tebboune a été réélu avec 94,65% des voix, même s'il admet que cette élection était jouée d'avance. L'ensemble des candidats, Tebboune y compris, ont dénoncé des irrégularités et des contradictions dans les résultats annoncés. Le taux de participation a notamment été largement surestimé et serait de moins de 25% en réalité, le plus bas de l'histoire. Cette abstention ou boycott massif donne peu de crédibilité et d'autorité au président Tebboune vis-à-vis de l'armée, faiseuse de roi en Algérie, ainsi sur le plan international. Ces résultats des élections présidentielles n'ont satisfait aucun candidat, même pas le vainqueur, le président sortant Abdelmadjid Tebboune. Les trois candidats ont attribué la seule responsabilité des irrégularités à l'autorité nationale indépendante des élections. La réaction de la présidentielle traduit en fait un malaise face à ce qui serait une forme de déstabilisation. Une main invisible voudrait-elle discréditer un processus électoral déjà affaibli par les chiffres de l'abstention? Les violations quotidiennes de la Constitution plombent et actent l'extinction de vie publique et citoyenne. Comment un résultat de 95% à une élection présidentielle peut-il s'avérer humiliant pour Tebboune? Selon beaucoup d'observateurs, il en sort gravement affaibli malgré un score à la soviétique, mais aussi un boycott massif du peuple. Ce dernier a acté la rupture avec le système. Après l'échec du régime à faire passer le 5e mandat en 2019, le soulèvement populaire a changé la donne politique en Algérie, et cela pour toujours. Rien ne peut se faire sans l'adhésion du peuple. La Cour constitutionnelle validera-t-elle une élection refutée par le peuple et les trois candidats? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions et de toutes ces contradictions, juste après cette petite intro. Algérie, la Cour constitutionnelle validera-t-elle l'élection présidentielle? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Lias Djbeili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lias Djbeili, bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Merci et je salue l'équipe El Magharibiya, l'équipe Team et puis ainsi que nos chers compatriotes qui nous suivent de près et de loin. Encore merci pour l'invitation. Sahit, merci. Merci beaucoup Lias. Marhaba bik, Lias Jubaili. On a le plaisir aussi d'accueillir M. Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des questions géopolitiques. Il est avec nous depuis Paris aussi, via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Lies et bonsoir à toute l'équipe, effectivement, et aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Bien sûr, on va revenir sur ces résultats de l'élection présidentielle. Jusqu'à maintenant, la question se pose, est-ce que la Cour constitutionnelle validera-t-elle donc cette élection présidentielle? Mais aussi, on va revenir sur les réactions de la presse internationale qui toujours réagit par rapport à cette élection, par rapport à ces incohérences et ces contradictions, surtout des taux de participation, des résultats. On va, si c'est possible, nos amis de la régie, juste faire passer donc 3 titres et on va commencer avec le matin des aides, si c'est possible. Donc, et là, on revient avec le titre du journal Le Matin des aides qui a donc titré Emmanuel Macron, un soutien précieux à Abdelmajid Tebboune. Donc le Matin des aides, Emmanuel Macron, un soutien précieux à Abdelmajid Tebboune. La conseillère Afrique du Nord d'Emmanuel Macron est accueillie par Abdelmajid Tebboune mercredi, alors même que les résultats définitifs de la présidentielle ne sont pas encore validés ni donc annoncés par la Cour constitutionnelle. Cette visite, pour le moins étrange, interpelle, pose plusieurs questions. Radio-Canada aussi, on réagit par rapport à cette élection. En Algérie, un triomphe humiliant pour le président, a titré Radio-Canada. Et on termine avec Marianne. Immobilisme, chômage. Après les élections, l'Algérie toujours au bord du gouffre, embourdée dans un drôle d'imbroglio. Après une élection présidentielle marquée par une abstention massive, l'Algérie prouve une nouvelle fois qu'elle est en crise. Une crise politique, mais également sociale et économique qui pousse chaque année sa jeunesse à fuir le pays. On va aller, avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos invités, bien sûr, on va écouter Chorfi, donc cette annonce de taux de participation. On l'écoute. بالنسبة للداخل معدل نسبة المشاركة وصل إلى 26.45%. معدل نسبة المشاركة وصل إلى 26.45%. فيما يخص داخل الوطن بالطبع إلى 8 بتوقيت الجزائر يوصل معدل نسبة المشاركة الأولية إلى 48.03%. On a entendu Chorfi donner donc ces pourcentages. On va écouter donc les résultats de ces élections de la bouche de Mohamed Chorfi. الفرز عبر جميع مكاتب التصويت داخل وخارج الوطن على تسجيل 5,630,196 صوت معبر عنه لفائدة المترشحين الثلاثة. أقول قد أفرزت على تسجيل 5,630,196
و630,196 صوت معبر عنه لفائدة المترشحين الثلاثة. أين تحصل كل مترشح حسب العد التنازلي؟ أين تحصل كل مترشح حسب العد التنازلي؟ على ما يلي: أولا، المترشح الحر السيد تبون عبد المجيد قد تحصل على 5,329,253 صوت، ما يمثل نسبة 94,65%. Donc vous avez entendu ces chiffres, beaucoup de questions. Les Algériens ont fait beaucoup de calculs pour essayer de comprendre ces chiffres qui ont été avancés par le président de l'année, Mohamed Chorfi. Je vais commencer avec vous, Gamal Abina. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations par rapport à ces résultats. Jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu la réponse de la Cour constitutionnelle. Mais ces interrogations sont toujours là. Comment vous avez vécu donc cette élection présidentielle, cette cacophonie qu'on a vue des chiffres? Votre réaction? Déjà, pour commencer, j'aimerais quand même très rapidement qu'on parle des journaux que vous avez pris comme référence. Le journal canadien, on peut entendre effectivement ce qui a été dit, élection humiliante, parce qu'effectivement il y a une cacophonie sur les chiffres, vous avez raison. Le journal français qui dit que la Macronie vient au secours de Tebboune, c'est surtout pour des raisons politiques. Vous avez bien compris qu'il y a une tension entre la France et l'Algérie, que M. Macron veut renouer le dialogue. Et puis surtout, Macron, c'était le même qui avait mis beaucoup de temps à valider l'élection de 2019. Et quant au journal Marianne, je vais quand même dire ce que j'en pense. Un journal qui flirte avec l'extrême droite, qui a une haine pathologique de l'Algérie, de l'immigration, des musulmans. Je pense que les critiques formulées par Marianne ont autant de valeur que le papier sur lequel ils sont imprimés. Ça ne vaut pas grand-chose. Donc maintenant, pour revenir à votre question, oui, il y a une cacophonie et je pense que l'enjeu principal qu'il faut relever dans cette élection, et qui était l'enjeu vraiment déterminant, c'est est-ce que l'Algérie sera en mesure de faire mieux que d'ailleurs la dernière élection, mais surtout que la plupart des pays démocratiques, avec un taux de participation qui est de plus en plus faible. Donc est-ce que l'Algérie aura un grand taux de participation? Et c'est là qu'il y a eu un problème, et je pense que le problème ne va qu'à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que même les trois candidats, donc le candidat conservateur, le candidat socialiste et réformateur, donc les trois candidats en lice, se sont plaints de cette façon de présenter les choses et de pourcentages qui manifestement, on a peut-être inventé les chiffres les Arabes, mais manifestement il n'y a pas de grands mathématiciens à l'ANI. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a à peu près 24 millions de personnes qui étaient convoquées pour ce corps électoral. On s'en tient juste à de la logique mathématique si on s'en tient aux chiffres. Sur les 24 millions, sur le quorum, il y aurait eu 48% de participation. Ça, on peut en discuter, mais bon. Restons sur le principe de 48%, ce qui fait 12 millions de gens qui ont voté. Sur les 12 millions, il y a 6,5 millions qui sont revenus à M. Tebboune. Donc là, il y a une logique mathématique qui fait qu'il serait de toute façon vainqueur de l'élection, mais ça répartit quand même les voix de façon plus équitable avec les deux autres candidats qui ne sont pas rien. Le FFS, c'est quand même un parti politique qui pèse depuis des décennies. Le candidat conservateur, ça compte en Algérie, c'est pas rien non plus. Et on peut pas imaginer, effectivement, avec ce score un peu à la soviète, que ces deux candidats aient été à ce point effacés face à M. Tebboune, qui, de toute façon, on ne peut pas dire le contraire, a une certaine popularité. Malgré tout, il y a toujours une base électorale, comme pour Macron d'ailleurs en France. Eh bien, on ne peut pas imaginer que ce soit une victoire aussi écrasante. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle même M. Tebboune a été gêné par cette présentation des résultats, parce qu'en termes de pourcentage, ça ressemble à rien. C'est vraiment pas très sérieux. Je pense que l'ANI a des choses à se faire pardonner parce qu'ils ne savent pas compter, tout simplement. Je veux dire, les pourcentages et les chiffres, ça va ensemble. Quand on sait qu'il y a 6,5 millions de personnes qui ont voté pour M. Tebboune, on ne peut pas avoir un chiffre aussi élevé. Donc, je pense que c'est là qu'il y a le problème, c'est là que le bas blesse aux trois candidats, et ils ont raison de contester cette présentation de résultats. Est-ce que vous pensez aussi, là, je vais poser la question aussi à notre ami Niass Jubaili, mais Gamal Abina, vous avez parlé qu'ils ne savent pas compter. La question est-ce qu'il s'agit seulement donc de comptage, si on peut dire, des gens qui sont partis donc voter, ou peut-être d'une force invisible, et ces questions ont été soulevées aussi par plusieurs observateurs. Niass Jubaili, votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu de Gamal Abina, mais aussi à cette situation que jusque-là, on n'arrive pas à comprendre. Les Algériens, le peuple, d'abord, on a parlé du taux de participation qui a été le plus bas historiquement quand il s'agit donc de l'élection, une façon de dire que le peuple a boudé ces élections. Mais la surprise, c'est que ces chiffres
qui nous mettent dans une perspective de non-gouvernance, comme ça a été dit par Abdelaziz Rahabi. Oui, absolument. Donc, oui, absolument. Moi, juste, je veux revenir pour voir un petit peu. Je ne suis pas là pour comparer l'Algérie avec un autre pays, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, durant les élections présidentielles américaines, entre Al Gore, le candidat démocrate, et Bush Junior, le candidat républicain. Ça s'est joué dans l'État de Floride. On voyait, c'est un suffrage universel indirect. On a vu que les agents électoraux prenaient la carte et contrôlaient et vérifiaient jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils voulaient faire parler la démocratie. C'est ça. C'est cafouillage ou pas, tripatouillage ou pas, en tout cas, c'était pour faire parler la démocratie. C'est ça ce qu'on appelle une vraie démocratie. Revenons à notre cher pays. Alors, que s'est-il passé? Pour moi, le comptage, la déclaration des résultats des élections présidentielles est un événement, est une tournure dans l'histoire de l'Algérie. On n'a jamais vu cela. On n'a jamais vu cela. C'est-à-dire, on va essayer de faire une chronologie de l'activité de l'année. À 13h, heure locale, ils annoncent 13% de taux de participation en Algérie et 16% en Europe. À 17h, ils annoncent 26%. À 20h, ils ont repoussé l'heure de fermeture des bureaux à 20h. 20h, ils annoncent 48,4%. C'est-à-dire, on va s'intéresser à la tranche entre 17h et 20h. Entre 17h et 20h, il y a 7 millions d'électeurs. En 3 heures, il y a 120%. Si vous faites, il y a 120%. Si vous faites ce qu'on appelle la proportion entre pourcentage. En 3 heures, ils ont créé 7 millions d'électeurs, ce qui donne 120%. Il faut savoir, Chab el-Jazairi, à tout peuple algérien, qu'en mathématiques, la variante statistique, que les pourcentages ne s'additionnent pas. On ne peut pas additionner les pourcentages. C'est comme ça. Les pourcentages en mathématiques, on les multiplie. Alors, ils ont fait quoi? Vous savez très bien, moi personnellement, je suis algérien, je connais la carte de mon pays. Et je le dis haut et fort. Si vous allez dans les régions du sud du pays, les régions sont moins denses, mais le vote a été très important. Si vous allez dans le nord, Nasser, les régions sont plus peuplées, sont plus denses, mais en revanche, le vote était très faible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait quoi? Ils ont fait la moyenne. Donc, la moyenne. Ce qu'il faut, donc, c'est le taux, il ne donne pas le taux réel, il donne un taux moyen. Ce qu'il faut, donc, le taux moyen est erroné. Le lendemain, qu'est-ce qu'il dit? Ils annoncent sur 24 millions d'électeurs inscrits, il y a 5,3 qui ont voté. 5 630 000, exactement 196. Et là, bien sûr, la question qui se pose, Lias Jubaili, je vais vous laisser développer donc votre analyse, mais la question qui se pose, comment on est passé donc, comment peut-on parler de 48% alors qu'on a avancé un chiffre de 5 630 196 de votants, le nombre donc de votants qui a été accordé à Abdelmajid Tebboune, il a avancé un chiffre de 5 320 000. Quand on parle de 5 630 000 votants actés, là on parle de presque 23%, 24% maximum. Donc d'où vient le chiffre de 48,03%? Ce chiffre de 48,03%, 48,03 par rapport à 100, il faut dire comme ça, il vient nulle part. Pourquoi? Parce qu'il ne répond pas, c'est un chiffre ou un nombre, pas un chiffre, c'est un nombre ou chiffre farfelu, c'est-à-dire sur 24 millions d'inscrits, il y a 5,600 000 et quelques grosses poussières qui ont, et 5 millions,600 000 qui ont voté. Donc ça ne vous donne pas le chiffre de 48,03. Ça vous donne un chiffre de l'ordre de 23 et quelques. Donc regardez entre 23 et 48, ils ont bondi de 21 points. De 21 points. C'est inimaginable. 21 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça répond pas à une logique mathématique, ça répond pas à une vision statistique, ça répond à du tripatouillage
à de la manipulation, ni plus ni moins. Quant à 94% et 2,16 et 3,16 et 2,16 pour M. Hassani et M. Aouchiche respectivement, le 94% qui a été attribué à M. Tebboune, soit c'est un cadeau empoisonné, soit qui a décidé de lui attribuer un tel score, parce qu'un tel score à la soviétique, aux soviétiques, ou ubuesque ou irréel, personne ne croit Shkoudiem avec ce score. Même vous prenez le citoyen lambda, normal, qui ne s'intéresse pas, il a du mal à comprendre on est au XXIe siècle, qu'un président puisse arriver à un tel score. Tous les présidents dans des grands pays démocratiques, ils frôlent la barre 50, 51, 52%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces élections, d'ailleurs, il faut signaler, généralement, les décideurs, c'est-à-dire les décideurs, quand je dis les décideurs, les puissants dans ce pays, quand ils décident, généralement, les élections sont chorégraphiées. Il y a une belle chorégraphie qui est mise en place. Cette fois-ci, leur chorégraphie n'a pas fonctionné et par conséquent, M. Chafi, il s'est pris les pinceaux, il n'a pas pu donner les bons résultats et finalement, c'est la défaite de la démocratie. C'est la défaite du régime et le régime, il doit prendre en considération que ce n'est pas une abstention, attention, parce que quand on dit une abstention, c'est un désintérêt. Non, c'est un boycott, parce que c'est un acte politique, c'est un boycott. Le peuple algérien a boycotté ces élections. Très bien. Moi, ce que je garde, monsieur Nasser, pour terminer, ce que je garde, c'est que le peuple algérien a boycotté et entre 78 et 80%, c'est historique du jamais vu. C'est-à-dire la gifle, elle est cinglante. Très bien. Restez avec nous, Elias Jubaili. On va écouter les déclarations de Hassani, donc le candidat de Hems. On l'écoute. أخواتي هذه الأساليب ما تخدمش البلاد، وهذه الأساليب من شأنها أنها تضر بالوطن وتضر بالبلاد. احنا ولذلك إخواني هناك ضعف واضح في أداء هذه السلطة، وهناك إدارة ضارعة في هذا التزوير، وهناك جهات سياسية مساهمة في هذا الوضع. بهذه النتائج احنا هذه النتائج لا نعترف بها ولا نقبلها، لأنها نتائج غير حقيقية، نتائج فيها إضرار بالوطن، نتائج فيها إضرار بالمصالح تاع البلاد، فيها إضرار بمستقبل البلاد، فيها إضرار بالعملية السياسية، فيها إضرار بكل المستويات تاع العمل اللي من شأنه أنه يخرج من البلاد من هذا الوضع هذا، حتى تراجع المحكمة الدستورية هذه النتائج بما يحفظ كرامة الوطن، بما يحفظ العملية السياسية، بما يحفظ النتائج الحقيقية. أخواتي هذه الأساليب ما تخدمش البلاد، الأساليب من شأنها. On a entendu écouter donc Hassani. On va écouter Youssef Aouchiche. الرأي الوطني العام بأننا نحتفظ بكامل حقوقنا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على اختيار وإرادة الناخبين، ونطالب بإلحاح بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات حول هذه المهزلة، ويجب اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها وضع حد نهائي لهذه التصرفات، ما يضمن منع تكرارها في الاستحقاقات المقبلة. Donc, Gamal Abina, le représentant, donc le candidat de Hems, il parle de fraude électorale et qu'il dénonce donc ces résultats, mais aussi le candidat du FFS parle d'ouverture d'une enquête et dénonce aussi donc ces résultats. Pour l'instant, la balle est à la Cour constitutionnelle. Donc pour l'instant, la Cour constitutionnelle n'a pas tranché. Comment vous voyez les choses se développer quand on voit donc cette cacophonie au niveau des chiffres, mais aussi des candidats qui parlent de fraude? Est-ce que la faute est seulement au niveau de l'ANI, donc, ou ça dépasse le niveau de l'ANI?
Alors déjà, vous avez oublié que 3 candidats, il n'y en a pas que les 2, mais Tebboune aussi a trouvé que les résultats n'étaient pas normaux. Donc ça pose problème, parce que c'est gênant dans la mesure où si une élection s'est bien faite, si les conditions étaient réunies, il n'y aurait pas nécessité de faire ce genre de score un peu caricaturaux auquel mais moi, je ne m'attendais pas. Je pense qu'il y a un problème. Alors moi, je ne fais pas du tout dans la spéculation, ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas les termes exacts. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un deep state, un état profond qui serait à la manœuvre pour peut-être savonner la planche de M. Tebboune et puis faire qu'il soit mal élu. Je ne pourrais pas dire qu'il y a des rapports de force internes. Ils existent partout, évidemment, mais j'en ai absolument pas connaissance. Je ne vais pas prétendre des choses que je ne sais pas. Moi, je m'en tiens juste à des faits qui sont observables, en l'occurrence. Effectivement, on a une Annie mais quand on voit les chiffres, Gamal Abina, désolé, je vous ai coupé la parole. Quand on voit les chiffres et on analyse les chiffres de Abdelmadjid Tebboune, donc le président sortant, presque 95%, et ce chiffre nous renseigne qu'il y a des agissements qui ne sont pas normaux. Ben moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Est-ce que c'est les incapables, ce qui ne serait pas étonnant non plus? Est-ce que c'est les gens qui veulent effectivement le dévaloriser dans sa victoire qui était annoncée, hein, c'est pas une surprise là-dessus, alors qu'il aurait pu avoir une victoire tranquille à 52, 53, 55%, ce qui est une victoire honorable. Est-ce que c'est intéressant de copier un modèle, le pire qui soit, parce qu'on a parlé de soviets, mais en réalité, il ne faut pas aller bien loin. Tant Ben Ali, c'est monsieur 99%. Vous avez des scores ridicules, et les gens savaient très bien que ce n'était pas les élections, que c'était un simulacre. Donc je pense que ça dessert totalement la présidence algérienne, parce que sans cela, il y avait des chances, de fortes chances qu'il l'emporte. Parce qu'il y a quand même un attachement de beaucoup dans la population à M. Tebboune. Mais là, avec ce genre de choses-là, c'est pour ça d'ailleurs que lui-même s'en est plaint. Ça donne une image caricaturale d'un pays qui se modernise. Et j'ai envie de dire simplement, l'enjeu pour ma part, c'était pas le fait de voir un score soviétique, c'était ridicule. L'enjeu, c'était la participation. Est-ce que oui ou non, les Algériens allaient se mobiliser? Est-ce que oui ou non, ils allaient participer? Est-ce qu'ils s'intéressaient à la vie politique? Est-ce qu'ils boycottaient? Est-ce qu'ils voteraient blanc? C'est ça qui est intéressant. C'est pas de se retrouver avec une discussion de comptoir. Est-ce que oui ou non, le score est crédible? Parce que même la présidence considère qu'il n'est pas crédible et qu'il y a un problème en termes de présentation des résultats qui doivent être revus de façon absolue, parce qu'on ne peut pas accepter des résultats aussi caricaturaux. Ça donne une image négative du pays qui est censé progresser vers le mieux. Donc là, effectivement, on peut comprendre que tout le monde soit insatisfait des 3 candidats, et ils ont raison de l'être. Et puisque vous avez parlé de taux de participation, est-ce que vous pensez que le plus grand gagnant de ces élections, c'était le peuple, si on peut dire, puisqu'il a boudé ces élections, et on parle de taux bas historique au niveau de la participation aux élections? Alors, pour ce qui concerne la France, il y a eu un engouement qui était réel, j'ai pu l'observer. Pour ce qui concerne l'Algérie, j'ai demandé aux gens dans ma famille, dans l'entourage et les amis, s'ils y allaient. La plupart n'y allaient pas pour des raisons qui n'étaient pas du tout de boycott, mais vraiment de désintérêt. C'est-à-dire qu'ils disaient, de toute façon, il a déjà gagné, donc s'il a gagné, c'est pas intéressant de participer. On observe ça en France aussi avec la jeunesse. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, c'est un pays très jeune, 70% de la population a moins de 30 ans, et que dans tous les pays du monde, mais en Algérie, on observe aussi, les jeunes ne s'intéressent pas à la vie publique, à la chose publique, aux élections. Donc c'est déjà une des raisons. Après, est-ce qu'il y a d'autres sous-jacents? Est-ce qu'ils boycottent? Est-ce qu'ils sont en colère? Est-ce qu'ils sont déçus? Ça, je pourrais pas vous le dire parce que j'ai pas fait de sondage. Mais une chose est certaine, c'est que la jeunesse, en règle générale, ne vote pas. Et manifestement, en Algérie, le vote a été largement boudé, d'après ce que j'ai compris. Même si j'ai pas pu vérifier sur place. Je vous dis, j'étais en France, j'ai vu que les bureaux de vote français. J'ai vu un petit afflux quand même de la population, mais en Algérie, manifestement, en dépit de toute cette volonté de vouloir participer, il semblerait qu'il n'y ait pas eu le taux aussi élevé qu'on a annoncé, de 48%, qui était une progression de 10% par rapport à la dernière élection. Non, par rapport en 2019, on parle donc d'un taux plus bas. La question qui se pose, alors qu'on a mobilisé tous les moyens de l'État, on parle presque de 20 partis politiques qui étaient derrière Abdelmadjid Tebboune pour réaliser pour avoir 5 300 000 de votants, alors que en 2019, je pense qu'il a réalisé un peu plus de 5 millions. Alors qu'il y avait le candidat du RND, il y avait le candidat d'Elbina, il y avait d'autres candidats. La question qui se pose, est-ce que vous pensez aussi que cette atmosphère de répression et ces politiques qu'on a vues depuis 2019, les Algériens n'adhèrent pas. Les Algériens veulent qu'il y ait un vrai changement de système en Algérie. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Comme je vous dis encore une fois, je ne vais pas dire dans les cafés. Il y a des gens qui sont opposés, des gens qui sont favorables. On est dans un pays qui est partagé. On est dans un pays où la vie politique commence à bouger, où effectivement, il y a des gens qui peuvent être en colère, et c'est légitime. D'autres qui sont satisfaits ou qui espèrent peut-être, un espoir qui peut naître, que les changements se feront en douceur. C'est d'ailleurs ce que demandait le Hirak. Et en l'occurrence, que dire?
Est-ce que oui ou non, il y a une volonté de bouder? Je ne sais pas. Est-ce que les chiffres sont crédibles? Les chiffres de participation, peut-être, c'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que les résultats, eux, ne sont pas crédibles. 94,65, ça correspond à rien. Et est-ce que les gens, est-ce que ça peut provoquer une colère de voir ce genre de caricature, de mauvais résultats en termes de présentation? Oui, il y a des gens qui vont être très en colère parce qu'ils vont dire finalement c'est une farce électorale. Mais comme je le dis encore une fois, les trois candidats, et ils ont raison de l'être, n'acceptent pas une présentation aussi caricaturale. Surtout les deux autres candidats, il ne faut pas les minorer, ils pèsent quelque chose. Donc j'ai du mal à croire qu'ils aient des scores de 2,5%, alors que quand même, on parle de vieilles familles politiques qui sont installées depuis 35 ans. Très rapidement, Gamal Abina, vous avez dit que les choses commencent à bouger politiquement. Est-ce que c'est vraiment cette image qui a été donnée par ces élections, que les choses commencent à bouger politiquement en Algérie? Moi, ce qui m'inquiète en réalité, vous savez, c'est quoi? C'est réellement l'idée de se dire que l'Algérie se rapproche du modèle américain, le pire. Une bipolarisation de la vie politique, peu de candidats qui se présentent, et c'est toujours les plus institutionnels qui l'emportent. Ça, c'est problématique. Effectivement, les moyens de l'État sont importants d'un côté. De l'autre côté, on a des vieilles familles politiques qui ont du mal à se mettre d'accord entre elles. Donc, c'est vrai que si on arrive sur un modèle où on a littéralement le candidat du pouvoir et de l'opposition et deux candidats face à face, là, c'est pas une ouverture. Mais je pense que les changements qu'on a pu observer, c'est qu'il y a quand même une volonté qui était affichée de la part de la présidence, qu'il y ait une participation. Il voulait absolument que le peuple se prononce. Donc ça, c'est un fait positif. Et puis l'autre aspect, je ne perds pas de vue parce que moi je suis très optimiste en général, je préfère l'être. Le Hirak est toujours là, dans la tête des gens. C'est-à-dire que le Hirak a fait tomber un système qui était inique. Et si jamais, d'ailleurs on voit bien qu'il y a une volonté de changement, si jamais il y a un retour en arrière et une volonté de revenir dans la corruption, le népotisme et la confiscation de tous les pouvoirs, je pense que la rue algérienne est largement suffisamment grande pour que les gens ressortent à nouveau. Donc il y a vraiment cette épée de Damoclès qui fait que les gens doivent bouger au niveau de la direction politique, sinon le Hirak pourrait revenir à tout moment, on le sait très bien. Très bien, restez avec nous, Gamal Abina. Lies Djbeili, avant de vous donner la parole, on va écouter dans ses déclarations anciennes, Chorfi, quand il a déclaré que nous avons un président, une constitution halal. On l'écoute. الهدف تاعنا كلنا كيف نبني الجزائر الجديدة الديمقراطية الحقيقية التي يكون فيها الكلمة الأخيرة للشعب، وهو ما تم الآن في هذا الاستفتاء. هو ما تم الآن في هذا الاستفتاء، ومثل ما قلت في الرئاسيات أنا أتحدى من يأتي ويثبت لي يعني انحراف واحد في مكتب واحد من ضمن 61,000 ونيف من المكاتب. هذا هو المكسب الحقيقي للبلاد. في الرئاسيات اكتسبنا رئيس حلال، اكتسبنا رئيس حلال، واليوم اكتسبنا دستور حلال. حلال أي صوت فيه هو صوت حلال. Lies Djbeili, en 2024, est-ce que donc on a eu un président halal? Moi, tout d'abord, en fait, je veux pas, c'est-à-dire, c'est populiste, c'est pompeux, non, c'est pas comme ça que je vois mon pays, l'Algérie. Je suis désolé, il n'y a jamais eu de démocratie en Algérie. Peut-être il y avait une tentative de libérer la pensée, de libérer l'expression, de l'intention de démocratiser notre pays, la société, mais sinon ça s'arrête là. Il n'y a jamais eu de démocratie. À son âge, présider l'ANI, mentir comme ça, non. Je ne sais pas comment on peut tenir de tels propos face à un peuple. Moi, je me pose la question, en dehors de ça, je ne sais pas comment on peut tenir ce rôle et puis mentir comme ça au vu du peuple. Ça, c'est décevant, c'est inquiétant. Mais ce qui est peut-être inquiétant pour plusieurs observateurs, Lies Djbeili, c'est que cette cacophonie dépasse l'ANI. Oui, absolument, tout à fait. Cette cacophonie, je ne sais pas si c'est une cacophonie ou pas, en tout cas, c'est de la manipulation, c'est du tripatouillage qui est imposé, qui est structuré, qui a été étudié dans l'antichambre des décideurs. C'est ça la question. C'est que peut-être la partition a mal fonctionné. Vous savez, vous avez un grand musicien, quand il vient pour faire sa partition, peut-être il va louper une ou deux syllabes et c'est bon, toute la partition, elle est loupée. Peut-être qu'il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas. Les dirigeants ne s'attendaient pas, parce que généralement, les élections en Algérie sont chorégraphiées, sont travaillées, sont étudiées, jusqu'à la virgule près. Ça n'a pas fonctionné. Moi, ce que je vois, c'est que l'exhortation des Algériens à participer à l'élection présidentielle, c'était le thème majeur de Tebboune. Il a exhorté le peuple algérien à aller voter. Mais le peuple algérien a répondu par un boycott, quasiment 80%. C'est historique. Ça veut dire quoi?
ça veut dire que le peuple algérien a décidé de ne pas approuver et de refuser, de rejeter ces élections, ce que cherche le peuple algérien. Le peuple algérien cherche un changement significatif, un vrai changement important, c'est ça. Parce que les élections présidentielles, est-ce qu'ils vont résoudre le lendemain du citoyen lambda algérien? Mais non, vous savez très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté beaucoup de milliards à travers les fenêtres. Oui, tout à fait, des milliards ont été jetés parce que la mobilisation des biens publics, les bus, les transports, la journée chômée, payée, et ainsi de suite. Tout ça pour assister à une supercherie à grande échelle. Mais et moi, ce dont je parle, c'est notre pays c'est l'image du pays. C'est l'image. Moi, c'est pas notre image. Quand vous parlez de Elias Jubaili, vous êtes en train de parler de l'image du pays. On va revenir un peu sur les déclarations de Abdelaziz Rahabi, l'ancien ministre mais aussi ancien diplomate, qui a déclaré, il a fait un post juste après donc les résultats de ces élections. Le Hirak silencieux a fini par parler. On est en train de voir le post donc dans vos écrans. Ce que je craignais et dénonçais est arrivé. Le pays entre dans une phase d'ingouvernabilité en raison de la non-satisfaction des demandes majeures du Hirak et de la fermeture des champs politiques et médiatiques. Elias Jubaili. Oui, mais il a raison, M. Rahabi. Enfin, en tout cas, en tant que citoyen lambda, j'essaie un petit peu de lire ce qu'il vient d'écrire sur X. Mais c'est normal, on est dans une phase d'intergouvernabilité. L'Algérie, elle est ingouvernable. Qui gouverne l'Algérie? Qui gouverne? Nous avons le droit de savoir qui gouverne notre pays. C'est le minimum syndical. Et nous avons le droit de savoir qui gouverne ce pays. Qui a la main prise sur le pays? Qui dirige le pays? Qui a la main sur l'économie du pays? Qui a la main sur le levier économique du pays? Qui a la main sur le tissu social du pays? Qui a la main sur la diplomatie du pays? C'est ça, nous n'avons pas le droit de dire ça. C'est le problème, mais si on n'a pas le droit, nous voulons exercer notre citoyenneté, là, ça. Le minimum, notre citoyenneté, nous voulons savoir qui gouverne ce pays. Ce pays va à la dérive, à l'abîme, tout le monde le sait. On nous parle, c'est un début de démocratie. Depuis quand? Depuis 62. Il y a des pays, le Rwanda, le Botswana, c'est des pays anglophones qui sont ultra développés. Ultra développés. Allez voir ces petits pays anglophones. Il y a des petits pays francophones qui sont très développés. Prenons un petit pays, peut-être le Bénin. Le Bénin, un tout petit pays quand même, c'est très démocrate, une grande élite, l'économie qui commence à être florissante. L'Éthiopie, le Rwanda, qui sort des massacres des années 90, des massacres ethniques. Regardez, il n'y a que nous, un pays continent à l'image de l'Algérie. Elias Jubaili, c'est ça la question. Elias Jubaili, est-ce que aussi ces élections, est-ce qu'on a vu comme ces contradictions en termes des résultats, des chiffres qui ont été avancés, nous renseignent qu'il y a crise au sein du régime? Ah oui, au fait, moi personnellement, il faut analyser ça à froid. Il faut analyser la situation politique en Algérie et avoir ce qu'on appelle des éléments de lecture cohérents ce qui se passe dans notre pays. C'est des messages codés. Le 94%, c'est un message codé. Qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, Abina, tout à l'heure, il l'a dit, enfin 94%. Et moi, j'aimerais bien reposer la question, si tu permets, cher Nasser, d'où tient ce chiffre de 12 millions d'électeurs? C'est ça, j'aimerais bien savoir, les 12 millions d'électeurs, alors qu'il n'y avait que 5,6 millions. Là, vous parlez de 48% qui a été annoncé à 20h. Oui, tout à fait, absolument. Les 12 millions, d'où vient-il? Mais bon, on ne va pas revenir sur les chiffres. On va revenir sur la situation politique en Algérie. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la situation politique. Très bien. On va laisser un mot à Gamal Abina. Gamal Abina, votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Je dirais déjà qu'il faut faire très attention à comparaison. Les paraisons, c'est un adage qu'on connaît tous. Le Rwanda n'est pas du tout un exemple, alors très très loin d'être un exemple. C'est vrai que c'est un pays qui a subi un génocide, mais c'est aussi un pays qui profite de la RDC, qui pille les richesses de la RDC, qui est soutenu par les Occidentaux. Donc le Rwanda qui rentre dans le Commonwealth pour faire croire qu'il réussit par l'anglicisme, non. Le Rwanda est un pays prédateur. Il faut vraiment être très très mesuré par rapport à ça. L'Éthiopie est un bel exemple, je suis d'accord là-dessus. L'Éthiopie est une vraie réussite. La Chine investit à fond dans l'Éthiopie. On a essayé de déstabiliser, mais c'est un pays qui a la chance de n'avoir jamais été colonisé. 4 ans de présence coloniale, c'est rien. Ensuite, d'autres exemples, j'ai envie de dire simplement, l'Algérie, on ne peut pas rougir de tout. Il y a des choses qui ne vont pas.
choses qui vont bien. Par exemple, on a la meilleure compagnie africaine, ça reste la Sonatrach. C'est la mieux gérée. C'est pas celle qui fait le plus de gaz et de pétrole, mais c'est celle qui est la mieux gérée. Donc, en termes de gestion, si on avait ce modèle économique qui était appliqué dans tous les ports de la société économique algérienne, on aurait des c'est les résultats. mieux gérés parce que c'est le nerf de ce système. Oui, bien sûr, mais au Nigeria, le Nigeria est beaucoup plus riche en pétrole et en gaz, et pour autant, c'est pas une compagnie bien gérée. C'est-à-dire que l'Algérie a besoin effectivement de sa poule d'or, mais elle la gère bien. Il y a beaucoup de pays qui ne gèrent pas bien l'Arabie, par exemple, c'est détenu par l'Amérique. Donc, il faut faire très attention à ça. Moi, je pense qu'il y a des choses positives et négatives. Ce qui est très négatif, à mon sens, alors, 12 millions de participations, 5 millions et demi de votants, ça aurait une cohérence en termes de pourcentage s'il y avait 50% de participation, de résultats favorables à M. Tebboune. Ce qui est très mauvais, c'est effectivement une image qui en prend un coup. C'est pour ça que les trois candidats étaient en colère, parce qu'on passe un peu pour les idiots. Je veux dire, c'est des scores mirifiques qui n'ont pas de sens. L'autre aspect, je ne sais pas ce qui a motivé les Algériens à voter ou pas voter, je ne rentre même pas là-dedans. Je m'en tiens juste à, effectivement, à la perception des choses. L'Algérie, alors... Non, mais il y a une chose, Gamal Abina, il y a une chose qui est très importante par rapport à ce que vous êtes en train de dire. On parle des chiffres, il y a une cacophonie au niveau des chiffres, mais est-ce que aussi cette cacophonie nous renseigne qu'il y a une crise politique en Algérie? Vous avez parlé même qu'il y a possibilité d'un retour du Hirak, ce qu'on a vécu en 2019. Et si on n'arrive pas à essayer d'ouvrir un peu le champ politique et le champ médiatique, même l'ancien ministre parle d'une situation qui est ingouvernable, Gamal Abina. Je ne sais pas si c'est ingouvernable, ça reste comme dans tous les pays, on a une institution qui est forte malgré tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, j'ai envie de dire l'épée de Damoclès Hirak est quelque chose qui nous renseigne sur la société civile algérienne et sur sa conscientisation politique. Ça, c'est très positif et je suis content que ce Hirak soit passé par là parce que ça a changé vraiment les choses. Je rappelle tout de même qu'ils ont fait tomber un système. Donc, c'est pas inintéressant. Monsieur Bouteflika n'a pas été reconduit, le malheureux qu'il était, en fauteuil roulant. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que si on veut des changements structurels en Algérie, ils sont nécessaires. Il faut effectivement une ouverture de la vie politique, il faut une ouverture à l'économie, c'est en train de se faire, semble-t-il. Mais surtout, il faut que les gens qui travaillent... Alors, je vous dis, je ne sais pas ce qui a motivé l'ANI à présenter des résultats aussi ridicules, mais si ça dérange les trois candidats, c'est pas un hasard. Je pense qu'il faut un peu de sérieux. Maintenant, qu'est-ce qui les a motivés? Je ne sais pas. Le résultat est négatif, c'est évident, et ça impacte directement la présidence. Donc c'est là qu'on doit se poser la question. Qui a été suffisamment stupide ou malveillant, hein, c'est l'un ou l'autre, pour présenter ce genre de résultat? Ça, j'ai du mal à savoir et je ne pourrais pas vous le dire. Très bien. Et comment peut-on lire, Gamal Abina, donc les félicitations des différents responsables étrangers, mais surtout on va parler de cet envoyé spécial qui a été envoyé donc par Emmanuel Macron, le président français, qui a félicité donc Abdelmadjid Tebboune. Quelle lecture peut-on faire de ce message, alors que pour l'instant la Cour constitutionnelle n'a pas tranché par rapport donc à ces élections? Vous savez, comme dirait dans X-Files, la série que vous avez connue certainement, la vérité est ailleurs. Là, par contre, il ne faut surtout pas corréler le rapport Algérie-France sur des questions internes. La France a très mal joué son coup avec le Sahara occidental, et donc la France essaie de rattraper le coup en félicitant, en envoyant un petit message en douce, en disant on est des gens sympas. Parce que M. Macron a extrêmement été... Enfin, il devait faire un voyage à partir de septembre-octobre. Ça a été repoussé pour des raisons évidentes. Il essaie de se rattraper en montrant qu'il est sympa, qu'il félicite la présidence. C'est une belle victoire. Mais ça, c'est pas très sérieux, surtout de la part d'un homme qui, en plus, lui-même, en France... Mais pourquoi il essaie de se rattraper, Gamal Abina, quand on sait que la France... Vous avez parlé de la position de la France par rapport au dossier du Sahara. La France a tranché, alors que la France, son rôle était toujours donc de jouer l'équilibre entre les deux pays frères. Et là, ils ont basculé parce qu'ils ont essayé d'avoir une relation plus que normale, si on peut dire, avec l'Algérie, mais aucune réponse positive de la part donc, des autorités algériennes. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des observateurs qui se posent la question? Est-ce que Macron voulait tendre la main à Abdelmadjid Tebboune parce qu'il sort affaibli de ces élections? Ça, c'est pas faux. C'est vrai que Macron est mal élu, on le sait déjà, hein, c'est un peu la même configuration. Macron se précipite très souvent, contrairement à l'idée reçue, c'est pas un génie politique, il fait des fautes. La dissolution est une faute politique, mais on va pas rester là-dessus. Et surtout, il a voulu ménager la chèvre et le chou. Donc, il a voulu
faire plaisir au Maroc en faisant une reconnaissance, tout en disant aux Algériens, mais je suis encore avec vous. Vous avez vu, j'ai beaucoup progressé sur les questions de la mémoire, sur les questions économiques. Je suis venu avec une délégation de 18 ministres. Bon, tout ça, c'est un petit peu maladroit. Dire aux Algériens, est-ce qu'il a parlé, est-ce que c'était un message aux Algériens ou c'était un message à Tebboune? Parce qu'on se rappelle très bien des déclarations. Je vais finir, je vais vous laisser. On se rappelle très bien des déclarations de Macron qui avait qualifié que le Hirak a affaibli donc le système politico-militaire et qui avait dit des choses très positives de Abdelmajid Tebboune. Alors, il faut savoir que ces deux hommes s'entendent très bien, vous l'avez compris, ça c'est évident, mais il y a d'autres, là, vous parlez de l'État profond, on peut parler de cercles d'influence qui ne sont pas satisfaits de la relation et qui voudraient effectivement tout faire pour qu'elle se fracture. Donc là, ils ont réussi un bon coup avec l'affaire du Sahara, mais au-delà de ça, vous avez raison de le dire, avant, Macron était plutôt mesuré sur la question du Hirak. Il n'a pas félicité Tebboune sur la première élection tout de suite, ça a été vraiment très long pour ça. Il a dit on prend compte. Oui, mais ça, on voit bien que c'est prendre en compte, ça veut dire quoi? C'est un professeur des écoles qui vous donne une note? Non, là, il y avait un problème en termes de perception qui était très mal vécu en Algérie. Maintenant, il essaie de montrer, parce que c'est un président qui veut une relation avec l'Algérie forte, il essaie de dire, voilà, mais c'est génial, le monsieur Tebboune est passé, c'est un bon président. Il veut montrer qu'il est bien avec le président. Donc, un coup, il était avec le peuple, Hirak, le lendemain, avec la direction politique. On comprend que Macron fait de la politique et évalue les rapports de force. Il considère que l'État algérien est fort, il faut lui parler. Puis en même temps, Macron, chez lui, il a des difficultés intérieures, vous l'avez souligné. Donc, je pense que tout ça, c'est lié et qu'il n'y a pas de hasard dans le calendrier macronien. Il y a toujours des calculs. La France fait des calculs. Ils ont des intérêts économiques que vous comprenez. Et l'Algérie est le poids lourd africain, qu'on le veuille ou non. Troisième puissance économique africaine. Elle est stable. Donc, ils ont besoin d'un pays stable pour garantir leurs investissements. Très bien. Stable, peut-être que beaucoup vous le diront que il y a crise même dans la diplomatie algérienne. Lies Jubaili, vous avez entendu donc Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas d'accord. Les investissements français en Algérie, les Français ont toujours considéré notre pays. Certes, je suis d'accord avec Gamal quand il dit que l'Algérie occupe une position géostratégique très importante. Mais sur le plan économique, il faut savoir que la France n'investit, elle considère l'Algérie comme un marché déversoir. Elle investit. Même les idéaux français en Algérie sont très faibles. D'ailleurs, les grandes entreprises françaises, quand ils veulent investir en Algérie, ils passent par la COFAS pour avoir l'assurance que leurs projets, réussissent en Algérie. Il faut savoir aussi qu'est-ce qui a fait tourner un peu la tête, si j'ose dire, Macron, quand il a décidé, entre guillemets, de pencher avec le côté marocain. Eh bien, 15 jours après, Elisabeth Borne, elle a donné un accord implicite aux entreprises françaises d'investir au Sahara occidental. C'est ça la réalité. Absolument. Les Français cherchent leurs intérêts. Nous ne savons pas chercher nos intérêts. Et c'est ça la question. Quant à M. Macron, il félicite ou il ne félicite pas, c'est du usage diplomatique, bien sûr, forcément. Il faut savoir que Macron a toujours eu une vision dichotomique du Hirak. C'est ça, il a toujours dit. Il a toujours considéré aussi que le gouvernement, enfin, que le régime algérien, c'est un régime militaro-financier, peu importe. Mais voilà. Mais il faut savoir que c'est l'Algérie qui va revenir vers la France et c'est pas l'inverse. Il faut dire les choses. Maintenant, vous allez voir dans quelques instants, enfin dans quelques jours, dans quelques semaines, je ne sais pas, peut-être le retour de l'ambassadeur, ni vu ni connu, et c'est tout. C'est ça, parce que l'Algérie, elle est en perte de vitesse, et ce score de 94% attribué à M. Tebboune, il va renforcer sa perte de crédibilité et la crédibilité de l'image de l'Algérie. Voilà, c'est ça la réalité. 10 secondes si vous voulez réagir très rapidement, Gamal Abina. Oui, là je suis d'accord avec ce qui a été dit, il n'y a pas de problème, je ne vais pas le contester puisqu'il a parfaitement raison. J'ai envie de dire une chose par contre, parce que là je veux le dénoncer en direct et de façon très claire et radicale. Lorsque M. Macron dit que l'Algérie joue de la rente mémorielle, la réponse à lui apporter, c'est si vous vouliez que l'Algérie ne joue pas la rente mémorielle, vous demanderiez pardon pour annuler cette rente. Et ils ne le font pas. Donc ceux qui jouent la rente mémorielle, c'est bien le côté français. L'Algérie évidemment, elle est dans son rôle. Elle a tout à fait raison de réclamer des réparations et au moins une demande de pardon, mais les Français se maintiennent dans leur position. Donc ceux qui ont tort sur la rente mémorielle, c'est les Français qui l'alimentent, pas l'Algérie. Lies Jubaili, 10 secondes. Absolument. De toute façon, l'Algérie, il faut qu'elle reprenne ses forces, il faut qu'elle retrouve sa force. Il faut un partenariat gagnant-gagnant. Il faut sortir de la victimisation. Je suis désolé. Moi, en tant qu'Algérien, je le dis,
J'en ai marre qu'on ça joue aux victimes. Il faut sortir de la victimisation. Il est temps de travailler notre pays. On a un grand pays, multi-saison, c'est ça. Donc, jouer sur la ronde, ceci, cela. Oui, certes, on ne doit pas rester otage du passé. Parce que les Chouhada, ils nous ont légué ce pays. Parce qu'ils nous ont légué ce pays pour vivre indépendant et libre dans ce pays. Malheureusement, je veux dire, on a eu l'indépendance territorialement, mais voilà, en termes de liberté, c'est toujours la même chose. Merci beaucoup, Lias Djbaili. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous deux, Lias Djbaili, ingénieur économiste, militant politique. Merci à Gamal Abina, analyste spécialiste des questions géopolitiques. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.